Mon nom est Marguerite Rousseau, et à 72 ans, je peux dire que j'ai bâti une vie solide à Lyon. J'ai commencé avec une petite boulangerie dans le quartier du Vieux-Lyon il y a 40 ans, juste après m'être mariée à Pierre. Ensemble, nous avons transformé cette modeste affaire en un réseau respecté de 6 boulangeries réparties dans toute la ville. Pierre est décédé il y a 10 ans, mais j'ai réussi à maintenir l'ensemble en activité. Outre l'entreprise, nous possédons l'appartement historique où je vis, avec vue sur la Saône, et notre maison de campagne en Provence, où Pierre et moi passions les étés. Mon fils Henri a toujours été dévoué au travail, aidant dans les boulangeries dès son plus jeune âge. Quand il a épousé Camille, j'ai pensé qu'elle serait un bon ajout à la famille, comme je me suis trompée sur le caractère de cette femme. Ma petite fille Sophie, la fille d'Henri, est ma joie. À 25 ans, elle étudie la gestion et démontre un véritable amour pour notre entreprise familiale. En mars de cette année, lors d'une consultation de routine, le docteur Moreau m'a annoncé la nouvelle qui allait tout changer. Un cancer agressif, avec seulement quelques mois à vivre. Je suis restée silencieuse dans son cabinet, observant la pluie battre contre la fenêtre, tandis que je digérais l'information. Je n'ai pas ressenti de peur, seulement une étrange urgence de mettre mes affaires en ordre. J'ai décidé de ne pas le dire immédiatement à ma famille. Je devais d'abord organiser mes pensées et mon testament. Pendant des années, j'avais tout laissé en l'état, avec Henri comme unique héritier. Mais maintenant, je sentais que ce n'était pas juste. Sophie méritait sa part. Et Camille... Eh bien, Camille n'avait toujours manifesté d'intérêt que pour l'argent. J'ai pris rendez-vous avec Maître Laurent, mon avocat depuis des décennies, pour réviser entièrement ma succession. Je voulais m'assurer qu'Henri et Sophie reçoivent des parts égales, ne laissant à Camille que ce que la loi française exige pour les conjoints. Les semaines suivantes m'ont apporté une clarté douloureuse quant aux véritables intentions de Camille. J'ai commencé à remarquer comment elle parlait de « nos biens » au téléphone, comme s'ils étaient déjà les siens. Un matin, je l'ai trouvée fouillant dans mon bureau pendant que j'étais au jardin. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a inventé une excuse pour chercher d'anciennes recettes de famille. Ses yeux, cependant, étaient fixés sur le tiroir, où je garde les documents importants. Lors du dîner du dimanche, elle a fait des commentaires subtils sur la façon dont il serait pratique que tout devienne plus simple dans la famille. Henri, le pauvre, ne semblait pas percevoir les insinuations de sa femme. Sophie, plus perspicace, échangeait des regards avec moi quand Camille parlait. C'est alors que j'ai décidé de leur annoncer ma maladie, mais j'ai gardé secret les détails du Nouveau Testament. La réaction de Camille fut trop théâtrale, des larmes qui semblaient fausses et une préoccupation exagérée pour mon bien-être financier. Ma méfiance envers Camille m'a poussée à prendre une précaution qui se révélerait fondamentale. Après avoir finalisé le Nouveau Testament avec Maître Laurent, je lui ai demandé d'en faire une copie authentifiée et de la conserver dans son coffre personnel. Je lui ai expliqué mes soupçons, et lui, connaissant bien la nature humaine, après des décennies à traiter des successions familiales, a convenu que c'était une mesure sensée. « Madame Rousseau », a-t-il dit en ajustant ses lunettes, « en 40 ans de profession, j'ai appris que la cupidité peut transformer des proches en étrangers dangereux. J'ai gardé le testament original dans mon coffre domestique, comme je l'ai toujours fait, mais avec la tranquillité d'esprit de savoir qu'il y avait une seconde copie protégée. J'ai également donné des instructions claires à Maître Laurent sur quand et comment révéler l'existence de la copie. Durant les jours suivants, j'ai observé Camille avec une attention redoublée, remarquant comment elle trouvait toujours des excuses pour rester seule à la maison quand je sortais pour des consultations médicales. En juin, mon état de santé s'est rapidement détérioré et j'ai dû être hospitalisée. C'est pendant mon absence d'1 semaine que Camille a exécuté son plan. Henri m'a raconté plus tard, les larmes aux yeux, comment il a trouvé Camille en train de brûler des papiers dans la cheminée, en plein été. Interrogée,
elle a prétendu être en train d'organiser de vieux documents sans importance et qu'elle avait consulté Henri à ce sujet. Un mensonge qu'il n'a pas eu le courage de démentir sur le moment. Plus tard, lorsque j'ai tenté de retrouver mon testament, j'ai découvert qu'il avait disparu. Camille a fait semblant d'aider à la recherche, suggérant que j'aurais pu déplacer le document pendant ma confusion mentale de ces derniers temps. Son jeu était convaincant, mais je savais exactement ce qui s'était passé. Henri semblait sincèrement confus et préoccupé, tandis que Sophie démontrait une rage contenue qui reflétait mes propres sentiments. À ce moment-là, j'ai silencieusement remercié ma méfiance de m'avoir poussé à créer la copie secrète. Le jour de la lecture du testament est arrivé 3 semaines après mon décès. Henri m'a raconté plus tard comment cela s'est passé. Camille est entrée dans le bureau de Maître Laurent avec un sourire mal dissimulé, clairement confiante qu'elle serait la principale bénéficiaire en l'absence du document. Sophie était visiblement nerveuse et Henri semblait perdu dans sa douleur. Lorsque Maître Laurent a annoncé qu'il possédait une copie authentifiée du testament, le visage de Camille a perdu toute couleur. La lecture a révélé ma véritable volonté. Henri et Sophie se partageraient équitablement tous les biens, y compris les boulangeries, les propriétés et les économies. Camille ne recevrait que le minimum légal. Plus encore, Maître Laurent a présenté des preuves de la destruction du testament original, y compris le témoignage que j'ai enregistré expliquant mes soupçons. La justice française ne tolère pas la fraude testamentaire, et Camille a dû faire face non seulement à la perte de l'héritage qu'elle convoitait, mais aussi à des conséquences légales. Henri a finalement ouvert les yeux sur le caractère de sa femme, et Sophie a pris sa place méritée à la tête des affaires familiales. Dans mes derniers jours, j'ai observé Camille tenter désespérément de savoir si j'avais fait d'autres copies du testament. Elle fouillait discrètement mes affaires chaque fois qu'elle me rendait visite à l'hôpital, faisant semblant d'arranger les fleurs ou d'organiser mes médicaments. Un après-midi, l'infirmière m'a raconté qu'elle avait posé des questions sur des documents que j'aurais pu remettre à l'hôpital. Ces tentatives d'obtenir des informations du docteur Moreau furent également infructueuses. Les médecins français prennent très au sérieux le secret professionnel. Pendant ce temps, Sophie venait me rendre visite quotidiennement, apportant des croissants frais de notre boulangerie principale et discutant de ses projets pour moderniser l'entreprise. Henri était également présent, mais je percevais que quelque chose le tracassait. Il commençait à remettre en question le comportement étrange de sa femme, surtout après l'avoir surprise en train de fouiller dans mon courrier. Ces derniers moments m'ont permis de distinguer clairement qui se souciait réellement de moi et qui ne se souciait que de ma fortune. Lors d'une de mes dernières conversations lucides avec Henri, j'ai décidé de semer quelques graines de doute sur Camille sans révéler complètement mes plans. Je lui ai demandé subtilement s'il avait remarqué des changements dans son comportement depuis qu'elle avait appris ma maladie. Henri, toujours protecteur de sa femme, l'a d'abord défendu. Mais quand j'ai mentionné des épisodes spécifiques, comme elle cherchant des clés de coffre-fort ou posant des questions sur mes investissements, j'ai vu un éclair de reconnaissance dans ses yeux. « Maman », a-t-il dit avec hésitation, « tu penses que Camille s'inquiète des questions pratiques après ton départ ?» C'était exactement l'ouverture dont j'avais besoin. J'ai expliqué qu'une bonne épouse se soucierait du bien-être émotionnel de la famille et non des inventaires financiers. J'ai également glissé quelques mots prudents sur l'importance de protéger Sophie, qui représentait l'avenir de notre héritage familial. Henri est reparti de la visite clairement perturbé, et j'ai su que j'avais commencé à éveiller ses soupçons. L'incinération du testament s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Camille a profité d'un moment où Henri était sorti chercher des médicaments que j'avais oubliés à l'hôpital. Plus tard, Sophie m'a raconté les détails qu'Henri avait partagés. Il est revenu et a senti une odeur de papier brûlé, trouvant Camille agenouillée devant la cheminée allumée en plein mois de juin. Interrogée, elle a affirmé qu'elle détruisait de vieilles factures
et reçu sans importance, qui encombrait mon bureau. L'explication n'a pas entièrement convaincu Henri, d'autant qu'il savait que j'étais méticuleusement organisée avec mes documents. Camille a également commis l'erreur de demander, d'un air apparemment désinvolte, si j'avais mentionné un document important conservé ailleurs. Cette question spécifique a éveillé encore plus de soupçons chez Henri, qui a commencé à réaliser que l'intérêt soudain de sa femme pour mes papiers n'était pas une coïncidence. Les jours qui ont suivi la découverte du testament disparu ont été tendus pour toute la famille. Henri a confronté Camille directement, mais elle a maintenu sa version selon laquelle elle n'avait brûlé que des documents sans importance. Sophie, toujours intuitive, a suggéré que j'avais peut-être fait des copies ou laissé des instructions à Maître Laurent. Une suggestion qui a fait pâlir Camille, visiblement. Pendant ces derniers moments, j'ai observé comment chaque membre de la famille réagissait à la situation. Henri partageait entre la loyauté envers sa femme et ses soupçons croissants. Sophie faisant preuve d'une maturité impressionnante en suggérant d'attendre la lecture officielle du testament. Et Camille de plus en plus nerveuse, posant des questions indiscrètes sur mes relations avec des avocats et des banques. Il était réconfortant de voir Sophie se positionner comme la voix de la raison, tandis que Camille se révélait entièrement dans sa cupidité, incontrôlable. Ces comportements contrastés n'ont fait que confirmer que ma décision de protéger l'avenir de Sophie avait été absolument juste. Lorsque je suis finalement partie, j'ai laissé une lettre scellée à Maître Laurent, à lire seulement après la révélation de la copie du testament. Dans celle-ci, j'expliquais en détail mes soupçons concernant Camille et les raisons derrière chaque décision testamentaire. J'y relatais tous les épisodes qui m'avaient pousser à me méfier d'elle. Ces conversations téléphoniques sur nos biens, ces tentatives de fouiller mes documents, ces questions inappropriées sur les finances familiales. Plus important encore, j'exprimais ma fierté envers Sophie et ma confiance en sa capacité à diriger nos affaires vers l'avenir. À Henri, j'écrivais des mots de compréhension et de pardon, reconnaissant que l'amour peut aveugler les gens aux défauts évidents de leur partenaire. Je lui demandais de ne pas se blâmer de n'avoir pas perçu plus tôt le véritable caractère de Camille, mais d'utiliser cette expérience pour mieux protéger Sophie et préserver notre héritage familial. Cette lettre serait ma dernière opportunité de guider ma famille, même après mon départ. La lecture du testament, comme Sophie me l'a raconté en rêve, fut un moment de justice poétique. Camille est arrivée au bureau de Laurent, vêtue de vêtements coûteux, anticipant clairement sa nouvelle condition d'héritière principale. Sa confiance s'est effondrée complètement lorsque Laurent a annoncé l'existence de la copie authentifiée. Henri a décrit la scène comme « assister à une masque arrachée ». Le visage de Camille a révélé une fureur qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Les conséquences légales sont venues rapidement. En plus de perdre toute chance d'héritage significatif, Camille a fait face à des accusations criminelles pour destruction de documents légaux. Henri, enfin éclairé par la vérité, a entamé la procédure de divorce. Sophie a brillamment pris en charge la gestion des boulangeries, mettant en œuvre des idées modernes qui respectaient notre tradition familiale. La justice que j'ai cherchée de mon vivant s'est matérialisée parfaitement après ma mort, garantissant que le véritable esprit de notre famille l'emporte sur la cupidité individuelle. D'après les récits de Sophie, la réaction de Camille lors de la lecture du testament fut encore plus dramatique que je ne l'avais imaginé. Lorsque Maître Laurent commença à lire la copie authentifiée, elle l'interrompit en criant que c'était impossible, qu'elle s'était assurée qu'il n'existait pas d'autre version. Henri fut choqué par cette confession involontaire. Elle avait pratiquement admis avoir brûlé le document original. Laurent, gardant son calme professionnel, continua la lecture, révélant chaque détail de ma véritable volonté. Camille tenta de contester la validité de la copie, alléguant que j'étais confuse à cause des médicaments. Mais Laurent présenta les dates et les circonstances de l'élaboration du document, prouvant qu'il avait été fait des mois avant mon hospitalisation.
Sophie décrivit comme il fut satisfaisant de voir le masque de Camille tomber enfin complètement, révélant la femme avide que j'avais toujours su qu'elle était. La dignité avec laquelle Laurent mena la session contrastait fortement avec le désespoir croissant de Camille. Il a fallu des semaines à Henri pour digérer pleinement l'ampleur de la trahison de Camille. Sophie m'a raconté qu'il passait des nuits entières à marcher dans les rues de Lyon, essayant de concilier la femme qu'il croyait connaître avec la réalité qui avait été exposée. Lors d'une conversation émouvante avec Sophie, il a admis qu'il y avait eu des signes qu'il avait choisi d'ignorer au fil des ans. Des commentaires sur l'argent, un intérêt excessif pour nos affaires, une froideur lors de moments familiaux importants. « Grand-mère le savait toujours », a-t-il dit à Sophie, et je l'ai déçue en ne la protégeant pas. Sophie, avec sa jeune sagesse, a aidé son père à comprendre que le véritable amour peut aveugler les gens sur des défauts évidents. Henri a également révélé que Camille avait tenté de le convaincre de remettre en question ma santé mentale ces derniers mois, suggérant que je n'étais pas apte à prendre des décisions financières importantes. Ces révélations n'ont fait que confirmer que ma méfiance était entièrement justifiée. Les conséquences légales pour Camille furent sévères et rapides. Le système judiciaire français considère la fraude testamentaire comme un crime grave, surtout lorsqu'elle implique la destruction intentionnelle de documents légaux. Maître Laurent a présenté non seulement des preuves de l'incinération du testament, mais aussi ma lettre détaillant le comportement suspect de Camille dans les mois précédents. Le procureur a considéré l'affaire comme une tentative d'appropriation illicite d'héritage, un crime passible de prison et d'amende substantielle. Camille a engagé un avocat coûteux, financé avec le peu qui restait de ses économies personnelles, mais les preuves étaient irréfutables. Des témoins ont confirmé son comportement étrange pendant ma maladie, y compris des employés de l'hôpital qui l'ont vu tenter d'obtenir des informations sur mes documents. Le procès n'a duré que 3 jours, aboutissant à une peine de 18 mois de prison et l'obligation de payer les frais de justice. Henri, bien qu'encore blessé, n'est pas intervenu dans le processus légal. Sophie a pris la direction des boulangeries avec une énergie et une vision qui m'ont rempli de fierté posthume. Elle a mis en place des systèmes de gestion modernes, tout en respectant nos traditions familiales et nos recettes originales. Les changements ont inclus un nouveau système de livraison, des partenariats avec des cafés locaux et une ligne de produits biologiques qui a attiré une clientèle plus jeune. Henri, initialement hésitant face aux innovations de Sophie, a vite compris qu'elle avait hérité non seulement de ma passion pour le commerce, mais aussi de mon instinct commercial. Ensemble, ils ont soigneusement étendu le réseau, ouvrant 2 nouvelles boutiques dans des quartiers stratégiques de Lyon. Sophie a également créé un fonds d'éducation pour les employés, ce que j'avais toujours rêvé de faire. Son leadership a apporté non seulement une croissance financière, mais aussi un sens renouvelé de l'objectif familial. Les anciens employés commentaient qu'elle combinait ma détermination avec une approche moderne et inclusive qui inspirait toute l'équipe. La transformation de notre famille après la révélation de la vérité fut profonde et nécessaire. Henri a finalisé le divorce de Camille 6 mois après le jugement, retrouvant sa dignité et sa tranquillité d'esprit. Il s'est rapproché de Sophie, appréciant sa perspicacité et sa maturité qui avaient été évidentes pendant toute la crise. Père et fille ont développé un véritable partenariat, où Henri s'occupait des opérations traditionnelles, tandis que Sophie innovait et se développait. Ils ont également commencé à suivre une thérapie familiale, traitant non seulement le traumatisme de la trahison de Camille, mais aussi le deuil de mon départ. Notre maison de campagne en Provence est devenue un refuge où ils passaient des week-ends à planifier l'avenir des affaires et à honorer les souvenirs familiaux. Henri a admis que, paradoxalement, l'expérience avec Camille l'avait rendu un meilleur père et un associé plus précieux pour Sophie. La famille qui a émergé de cette épreuve était plus forte, unie et authentique qu'elle ne l'avait jamais été. En réfléchissant à tout ce parcours, je me rends compte que ma dernière grande leçon pour la famille
portait sur l'importance de faire confiance à ses instincts et de protéger ceux que nous aimons vraiment. La précaution de faire une copie secrète du testament n'était pas seulement une astuce juridique, mais un acte d'amour maternel, protégeant l'avenir d'Henri et Sophie. Camille pensait pouvoir manipuler notre famille et voler notre héritage. Mais elle a sous-estimé ma détermination ainsi que la force des liens véritables. Henri a appris à distinguer l'amour sincère de l'intérêt calculateur, une leçon douloureuse mais précieuse pour sa vie future. Sophie a découvert sa propre force et sa capacité à diriger, assumant avec fierté la responsabilité qui a toujours été son destin. Notre histoire est devenue un témoignage que la vérité prévaut toujours, même lorsqu'on tente de l'enterrer sous les cendres. L'héritage que j'ai laissé n'est pas seulement les boulangeries et les propriétés, mais une famille plus sage, unie et préparée à affronter tout défi futur avec intégrité et amour véritable. La nouvelle de l'affaire Camille s'est rapidement répandue dans la communauté lyonnaise, où notre famille Haas était respectée depuis des décennies. Les clients réguliers des boulangeries ont témoigné un soutien inconditionnel à Henri et Sophie, beaucoup partageant leurs propres soupçons sur le comportement étrange de Camille ces derniers mois. Madame Fournier, notre plus ancienne cliente, a raconté comment Camille avait posé des questions sur les valeurs immobilières du quartier, feignant un intérêt décontracté pour les futurs investissements de la famille. Le chef boulanger, Monsieur Bernard, a révélé que Camille avait posé des questions sur les contrats des fournisseurs et les marges bénéficiaires, des informations qu'une belle fille normale ne demanderait jamais. La réaction de la communauté fut une indignation morale. Lyon est une ville où les traditions familiales sont sacrées, et la tentative de Camille de voler notre héritage fut perçue comme une attaque contre les valeurs fondamentales. Les journaux locaux ont couvert l'affaire comme un exemple de la façon dont la cupidité peut corrompre les relations familiales, utilisant notre histoire pour alerter d'autres familles sur les signes de comportement prédateur. Sophie a fait face à des défis uniques en prenant la direction des boulangeries, d'autant plus qu'elle était une jeune femme dans un secteur traditionnellement dominé par des hommes plus âgés. Certains anciens fournisseurs ont initialement remis en question son autorité, testant sa détermination avec des contrats défavorables et des délais impossibles. Sophie a répondu avec la même fermeté que je montrais dans les négociations difficiles, prouvant rapidement qu'elle avait hérité non seulement de l'entreprise, mais aussi de la ruse commerciale nécessaire pour la protéger. Elle a établi de nouvelles normes de qualité, a licencié les employés qui ont tenté de profiter de la transition et a renégocié les contrats qui ne favorisaient pas notre entreprise. En 6 mois, elle avait non seulement stabilisé les opérations, mais augmenté la rentabilité de 15%. Son approche combinait le respect des traditions que j'avais établies avec des innovations intelligentes qui attiraient de nouveaux clients. Henri observait avec une admiration croissante comment sa fille naviguait des défis qui auraient intimidé des gestionnaires plus expérimentés. Henri a traversé un processus douloureux, mais nécessaire de reconstruction personnelle après le divorce. Il a vendu la maison qu'il avait partagée avec Camille, déménageant dans un appartement près du centre historique de Lyon, d'où il pouvait se rendre à pied à nos boulangeries principales. Une thérapie individuelle l'a aidé à traiter les sentiments de culpabilité et de trahison, tandis que des séances avec Sophie ont renforcé leur relation paternelle. Henri a également commencé à suivre des cours de cuisine traditionnelle française, renouant avec des racines que Camille avait tenté de lui faire négliger. D'anciens amis qui s'étaient éloignés pendant son mariage houleux sont progressivement revenus dans sa vie, offrant un soutien et une compagnie sincère. Henri a découvert des passions qu'il avait abandonnées, la photographie, les randonnées dans la région Rhône-Alpes et surtout du temps de qualité avec Sophie pour planifier l'avenir des affaires. Sa transformation fut inspirante, d'homme vaincu et manipulé à père fier et associé précieux, enfin libre d'être authentique. Les boulangeries Rousseau sont devenues un symbole de résistance familiale et d'intégrité commerciale à Lyon.
Sophie a mis en place un programme de stage pour les jeunes de la communauté, notamment des femmes intéressées par l'entrepreneuriat, honorant ma conviction que l'éducation est le meilleur héritage. Henri a développé une ligne spéciale de pains artisanaux, utilisant des recettes que j'avais créées au fil des ans. Un marketing intelligent qui célébrait notre histoire familiale, tout en attirant de nouveaux clients. Ils ont également établi des partenariats avec des producteurs locaux de la région Rhône-Alpes, renforçant l'économie régionale et maintenant notre engagement envers des ingrédients frais et de qualité. Les ventes ont augmenté de 30% la première année sous la nouvelle direction, prouvant que l'honnêteté et le travail acharné l'emportent toujours sur les stratagèmes avides. Les anciens employés ont commenté comment l'environnement de travail s'était considérablement amélioré après le départ de Camille, qui créait toujours des tensions avec ses questions inappropriées et son attitude supérieure. Notre marque familiale n'avait jamais été aussi forte ou respectée. L'expérience avec Camille a enseigné à toute notre famille des leçons précieuses sur le discernement et la protection des héritages familiaux. Henri a appris à faire confiance à ses instincts concernant les gens, développant des compétences qui le protégeront de futures manipulations. Sophie a gagné confiance en sa capacité de leadership et de prise de décision difficile, qualité essentielle pour protéger notre héritage commercial. Tous deux ont développé une plus grande appréciation pour les traditions familiales et les valeurs que j'avais tenté de transmettre au fil des ans. Henri a commencé à documenter les histoires familiales et les recettes traditionnelles, créant une archive qui préservera notre mémoire pour les générations futures. Sophie a établi des protocoles financiers rigoureux, garantissant que personne ne pourra plus jamais menacer la stabilité de nos affaires. Ils ont également créé un conseil de famille informel, prenant toujours les décisions importantes ensemble, renforçant les liens et prévenant les conflits en futur. La confiance mutuelle qu'ils ont développée a transformé notre famille en une unité plus forte et plus résiliente qu'elle ne l'avait jamais été. Aujourd'hui, en observant de l'au-delà les vies qu'Henri et Sophie ont bâties, je ressens une profonde satisfaction d'avoir protégé adéquatement notre héritage familial. Les boulangeries continuent de prospérer sous la direction de Sophie, qui honore notre tradition tout en adoptant les innovations nécessaires. Henri a trouvé la paix et un but, enfin libéré des manipulations de Camille et vivant authentiquement. Il conserve notre maison de campagne en Provence comme lieu de réunion familiale, où il partage des repas préparés avec des recettes que j'ai créées il y a des décennies. La copie secrète du testament n'était pas seulement une protection légale, mais un symbole d'amour maternel qui transcende la mort physique. Camille a purgé sa peine et a disparu de nos vies, tandis que notre famille a émergé plus forte et unie. Ma dernière grande décision, me méfier de Camille et protéger Henri et Sophie, s'est avérée être le plus grand cadeau que je pouvais laisser. L'héritage Rousseau se poursuivra pendant des générations, bâti sur des fondations solides d'amour, de travail honnête et de protection mutuelle, qu'aucune cupidité individuelle ne pourra détruire. 2 ans après mon départ, Sophie a complètement transformé la gestion des boulangeries, mettant en œuvre des technologies modernes, sans perdre le charme traditionnel que nos clients aimaient tant. Elle a installé des fours écologiques qui réduisaient les coûts d'énergie tout en maintenant la qualité artisanale de nos pains. Henri a soutenu chaque innovation, reconnaissant que Sophie avait hérité non seulement de mon sens commercial, mais aussi de ma capacité à équilibrer tradition et progrès. Ils ont ouvert une académie de boulangerie à l'arrière du magasin principal, où ils enseignaient les techniques traditionnelles françaises aux passionnés locaux et aux touristes. Les week-ends en Provence sont devenus des sessions créatives, où ils développaient de nouvelles recettes basées sur des ingrédients régionaux que j'utilisais autrefois. Sophie a également mis en place un programme de responsabilité sociale, faisant don de pain frais aux refuges locaux. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais n'avais jamais eu assez de temps. L'expansion soignée et durable qu'elle a menée
a prouvé qu'elle avait parfaitement compris ma philosophie de croissance responsable. Henri s'est épanoui personnellement d'une manière que je n'avais même pas anticipée de mon vivant. Libéré de l'influence toxique de Camille, il a redécouvert sa passion pour la photographie, documentant non seulement nos boulangeries, mais toute la vie culturelle de Lyon. Ces photographies ont commencé à être exposées dans les cafés locaux, montrant un talent artistique que Camille avait systématiquement découragé pendant des années de mariage. Henri est également devenu un mentor pour de jeunes entrepreneurs, partageant les leçons apprises de nos succès et de ses erreurs personnelles avec Camille. Sa nouvelle perspective sur les relations l'a rendu plus sélectif, mais aussi plus ouvert à des connexions authentiques. Des collègues de travail ont remarqué qu'il était devenu plus décisif et confiant, des qualités que Camille avait minées par des années de manipulation subtile. Henri a commencé à suivre des cours de danse, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire, et a trouvé un cercle social sain qui le soutenait véritablement, sans arrière-pensée financière. La réputation de notre famille à Lyon s'est considérablement renforcée après l'exposition publique des crimes de Camille. D'autres commerçants de la région ont commencé à nous solliciter pour des conseils sur la protection du patrimoine et la détection des comportements suspects dans les relations familiales. Sophie a été invitée à prendre la parole lors d'événements d'entrepreneuriat féminin, racontant notre histoire comme un exemple de résistance et d'intégrité. Henri a participé à des groupes de soutien pour les hommes qui avaient été victimes de manipulations financières, aidant d'autres à reconnaître les signes qu'il avait ignorés. Notre histoire a inspiré des changements dans les lois locales sur la protection des héritages familiaux, avec un plaidoyer plus rigoureux pour les victimes de fraude testamentaire. Maître Laurent citait fréquemment notre cas lors de conférences juridiques comme un exemple parfait de planification préventive intelligente. La tragédie que Camille a tenté de créer a, par inadvertance, renforcé notre position de famille modèle dans la communauté des affaires de Lyon. Sophie a développé des compétences de leadership qui ont dépassé mes attentes les plus optimistes. Elle a établi des partenariats internationaux avec des boulangeries artisanales dans des villes jumelles de Lyon, créant des échanges culturels qui ont enrichi notre offre de produits. Son programme de mentorat pour les femmes entrepreneurs s'est étendu pour inclure des ateliers sur la protection du patrimoine et la détection de la manipulation financière, utilisant notre expérience familiale pour éduquer d'autres personnes. Sophie a également créé un conseil consultatif avec des entrepreneurs expérimentés de la région, garantissant que les décisions importantes étaient toujours bien fondées. Son approche collaborative contrastait fortement avec la tendance individualiste que Camille avait tenté de promouvoir dans la famille. Henri admirait la façon dont Sophie parvenait à être ferme dans les négociations, sans perdre l'empathie qui avait toujours caractérisé notre famille. Les ventes en ligne qu'elle a développées ont étendu notre portée à toute la France, portant la saveur authentique de Lyon à des clients éloignés qui découvraient nos traditions grâce à des réseaux sociaux bien gérés. La justice qui a prévalu dans notre affaire est devenue une source d'espoir pour d'autres familles confrontées à des situations similaires. Des avocats spécialisés en droit de la famille ont commencé à recommander des stratégies préventives inspirées de notre expérience, y compris des copies secrètes de documents importants et une documentation détaillée des comportements suspects. Henri et Sophie ont reçu des lettres de remerciement de personnes qui avaient à protéger leur propre famille après avoir entendu notre histoire. Maître Laurent a développé des protocoles spécifiques pour les clients âgés qui soupçonnaient une manipulation de la part de membres de leur famille, offrant des consultations gratuites basées sur les leçons apprises de notre affaire. Le courage dont j'ai fait preuve en me méfiant de Camille et en prenant des précautions adéquates a inspiré d'autres à faire confiance à leurs instincts concernant des proches. Des organisations de protection des personnes âgées ont adopté notre histoire comme matériel éducatif, montrant comment une vigilance attentive peut prévenir les fraudes familiales. L'impact social de notre expérience a transcendé notre famille individuelle, créant une conscience sur la protection du patrimoine dans toute la région.
En réfléchissant à tout ce parcours de mon point de vue actuel, je me rends compte que ma plus grande victoire n'a pas été de protéger de l'argent ou des propriétés, mais de préserver les valeurs familiales authentiques pour les générations futures. Sophie et Henri ont appris que la confiance doit être gagnée par des actions cohérentes, non acceptées aveuglément sur la base de titres familiaux. Ils ont développé le discernement pour distinguer entre l'amour véritable et l'intérêt calculateur, une compétence qui les protégera pour le reste de leur vie. Notre entreprise familiale est devenue plus forte parce qu'elle a affronté et surmonté une menace réelle, prouvant une résilience qui inspirera les générations futures. L'expérience a également enseigné l'humilité. Henri a reconnu que l'amour véritable exige parfois le courage d'affronter des vérités inconfortables sur des proches. Camille nous a involontairement fait un cadeau, l'opportunité de prouver que l'intégrité triomphe toujours sur la cupidité. Mon dernier héritage n'était pas les boulangeries ou les propriétés, mais une famille renforcée par l'adversité, unie par des valeurs solides et prête à affronter tout défi futur avec sagesse et une détermination inébranlable.